Salut à tous les amis, c'est Aiken, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous raconter deux histoires flippantes qui viennent de Reddit. Il y en a deux dans cette vidéo parce qu'elles sont en soi plutôt courtes et je voulais quand même absolument les partager parce qu'elles relatent de choses qui sont, je trouve, importantes. C'est des histoires que je voulais partager parce que je trouve qu'elles sont assez intéressantes et elles permettent aussi de mettre en garde sur des choses qui font partie de notre quotidien et sur lesquelles on devrait parfois faire assez attention parce qu'on voit que dans ces histoires, des choses qui peuvent nous sembler banales peuvent être l'objet de choses assez flippantes. Si la vidéo vous plaît et que vous souhaitez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et également à laisser un j'aime sous la vidéo. N'hésitez également pas à me suivre sur Instagram, ça fait plaisir de voir que vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre là-bas, m'envoyer des petits messages, m'envoyer également vos histoires qui vous ont traumatisé. Par rapport à ça, sachez que je les lis toutes, vous n'avez pas besoin de me dire est-ce que je peux t'envoyer mon histoire, n'hésitez pas à l'envoyer directement, moi je la lis, j'essaye de répondre à un maximum de personnes. Et pour le passage dans les vidéos, ça prend du temps. Je ne vais pas faire que des threads d'abonnés, donc c'est pour ça que ça peut prendre du temps pour que votre histoire apparaisse dans la vidéo. Parfois, certaines histoires sont un peu courtes, donc j'attends d'en avoir plusieurs pour justement faire pas une compilation, mais une série d'histoires pour pas que la vidéo fasse simplement 3 minutes. On en a fini pour l'introduction, j'espère que vous êtes bien installés et on va découvrir ensemble ces deux histoires flippantes. La première histoire qu'on va voir est celle de Jenny. Jenny nous dit qu'elle vit en Afrique du Sud où il y a un taux de crime assez élevé, mais elle vit dans une région de l'Afrique du Sud qui est relativement safe. Jenny avait 16 ans au moment des faits, et on lui a toujours dit, au vu de la situation criminelle en Afrique du Sud, de toujours verrouiller les portes de la maison ainsi que les fenêtres quand elle se trouve seule. Quelque chose à mettre en place même si on vit en soi dans une région plutôt safe. Conseil d'amis, c'est gratuit, c'est pour moi. Tout se passait en soi plutôt bien, et au moment des faits, Jenny avait passé des examens, donc elle avait passé beaucoup de temps avant à réviser, ensuite elle a passé des examens, ça a été une période de stress pour elle, donc quand ces examens ont été terminés, elle a ressenti beaucoup de fatigue parce que toute la pression qu'elle avait accumulée était enfin partie. Donc une fois rentrée chez elle, elle s'est dit qu'elle allait faire une sieste. Elle était seule à la maison, donc elle a vérifié que toutes les portes et les fenêtres étaient verrouillées. Habituellement, quand Jenny fait une petite sieste, elle a l'habitude de laisser la porte de sa chambre ouverte au cas où que quelqu'un de sa famille rentre à la maison, comme ça elle se réveille et elle peut l'accueillir. Sauf qu'au moment de l'histoire, pour une raison que Jenny n'explique pas, elle avait fermé sa porte. On peut dire peut-être que c'est dû à son instinct. Alors que Jenny était en train de dormir, elle n'était pas dans un sommeil profond, elle a été réveillée par une sensation que peut-être vous avez déjà eue. Vous savez, cette sensation où on a l'impression de tomber dans le vide et en fait notre corps nous envoie une sorte de décharge qui fait qu'on se réveille, mais on se réveille pas bien. Je crois, alors je vais peut-être dire des bêtises, mais que quand on a cette sensation, c'est en fait notre cerveau qui envoie un message au corps pour s'assurer qu'on n'est pas mort. Je crois que c'est un truc comme ça, je me trompe peut-être. Donc, Jenny évidemment se réveille, elle est un peu dans un état de panique, elle est à moitié endormie parce qu'elle dormait déjà un petit peu, et alors qu'elle essaye un petit peu de se remettre de cette sorte de décharge que son corps lui a envoyée, elle entend des bruits dans sa maison. Jenny jette un coup d'œil à son téléphone pour voir l'heure, elle se dit que peut-être c'était ses parents qui étaient rentrés plus tôt, et elle décide donc ensuite de sortir de son lit pour aller voir ce qu'il en est. Elle sort de la chambre, elle pose directement son regard sur la gauche, et là elle voit un sans-abri qui est en train de fouiller dans un placard. Il se trouvait dans une pièce qui se trouvait juste à côté de la chambre de Jenny. Et Jenny, elle, qui est encore dans un état de demi-sommeil, elle est encore un peu endormie, elle ne réagit pas du tout. Elle comprend qu'elle assiste clairement au cambriolage de sa maison, mais son cerveau ne lui dit rien. Pas de crier, pas de s'enfuir, elle n'est pas non plus tétanisée, mais elle a ce regard figé sur le sans-abri, et elle ne fait rien du tout. Le sans-abri la remarque et il se précipite sur Jenny. Il lui plaque immédiatement sur la gorge un couteau. Il lui dit « Donne-moi de l'argent et tu resteras en vie ». Là, le cerveau de Jenny se remet en marche, elle comprend le danger et elle se met immédiatement à pleurer et supplie le sans-abri de ne pas lui faire de mal. Là, le sans-abri jette un coup d'œil à Jenny et il voit qu'il y a une sorte de bosse dans sa poche, bosse qui correspondait en fait à son téléphone. Le sans-abri comprend que Jenny avait son téléphone portable sur elle, donc il lui dit « Donne-moi maintenant ton téléphone portable ». Jenny va passer par plusieurs étapes. Elle va pas avoir la pensée de se dire « Je le donne pour sauver ma vie », elle va penser à autre chose. Elle va se dire « Mon téléphone portable ». C'est quelque chose de valeur, mes parents ont beaucoup économisé pour pouvoir me l'offrir, et si je lui donne, ils n'auront pas les moyens de m'en offrir un nouveau. Donc ce téléphone, bien qu'il ait une valeur financière, il a également une valeur sentimentale. Donc Jenny refuse de donner son téléphone au sans-abri, elle essaye de repousser l'homme, et là le sans-abri
qui est bien plus fort que Jenny, qui n'a que 16 ans, qui est en soi une adolescente, va la pousser et Jenny va partir en arrière, se retrouvant dans la salle de bain. Elle a tellement été poussée violemment qu'elle trébuche sur le bord de la baignoire et elle tombe à l'intérieur. Le sans-abri se précipite dans la même pièce que Jenny, dans la salle de bain, il se place au-dessus d'elle et il la menace de nouveau avec son couteau. Pour Jenny, ce qui va se passer, c'est très clair. Le sans-abri va mettre fin à sa vie et peut-être même qu'il va abuser d'elle, la torturer. Elle sait pertinemment en tout cas que tout ce qui va se passer à partir de maintenant est quelque chose de très négatif. Mais elle tente un coup de poker incroyable. Elle va crier juste avant que le sans-abri ne fasse un mouvement. La police a été appelée et elle arrive. Ce qui n'était pas du tout vrai. La police n'était pas du tout au courant de l'intrusion et donc elle n'était pas du tout prête à venir. Elle ne se trouvait même pas à quelques mètres de là-bas. Sauf que, fort heureusement, le sans-abri croit Jenny. Elle l'a dit d'une manière si convaincante qu'il pense qu'effectivement la police arrive et va le débusquer. Donc l'homme se relève du corps de Jenny. Il part de la salle de bain en gardant un œil sur la jeune fille et il ferme la porte. Jenny entend après cela que l'homme s'enfuit en courant. Et c'est uniquement une fois qu'il n'y a plus de bruit dans la maison que Jenny sort son téléphone, toujours elle allongée dans la baignoire, pour appeler la police et ses parents. La police est arrivée, ils ont retrouvé le couteau que l'homme avait utilisé, ils ont vu également par où il était rentré. Il avait en fait enfoncé la porte d'entrée, bien qu'elle était de base verrouillée, mais l'homme, lui, n'a pas été retrouvé. Il n'a pas été retrouvé, tout de suite en tout cas, parce que 5 mois après cet événement, là il a été arrêté par la police parce que cet homme s'infiltrait dans différentes maisons. Une fois, la police a réussi à le prendre sur le fait, et après enquête, la police s'est rendu compte que cet homme n'en était clairement pas à ses débuts. Il avait déjà été arrêté et mis en prison pour 10 cambriolages. Sauf que, alors je ne connais pas le système judiciaire en Afrique du Sud, mais selon ce que dit Jenny, c'est assez typique, l'homme, à chaque fois, était libéré au bout de quelques mois, ce qui lui donnait l'opportunité de récidiver et de cambrioler de nouveau des maisons. Le cas de Jenny était le premier cas où l'homme avait fait une tentative de meurtre. Jenny était allée au tribunal pour témoigner de ce qui s'était passé et confesser sa version des faits, parler de la tentative de meurtre sur elle, sauf que la police lui a bien précisé qu'il y avait peu de chances que l'homme, bien qu'il ait réalisé une tentative de meurtre, aille en prison pendant des années, qu'il soit mis au trou pendant un long moment, au vu du système judiciaire de l'Afrique du Sud. Jenny s'est battue pour que l'homme reste un maximum de temps en prison, mais ça n'a pas fonctionné. L'homme a été libéré plutôt facilement et elle a découvert que le frère de ce sans-abri était un policier et que c'était probablement à cause de ça qu'il avait pu s'en sortir aussi facilement. Jenny a après ces événements beaucoup de mal à trouver le sommeil parce que bien qu'elle ait tout fait pour que l'homme aille en prison pendant un long moment, l'homme a été libéré, il peut revenir chez elle quand il le souhaite, sachant en plus de ça qu'il sait que Jenny a témoigné contre lui, il sait où elle habite. Donc Jenny a peur que l'homme, à un moment donné, par vengeance, vienne chez elle pour terminer ce qu'il avait commencé quand il s'était infiltré la première fois. C'est là que le témoignage de Jenny s'arrête, c'est quelque chose d'effroyable. Je n'ose pas imaginer la sensation que les victimes peuvent avoir de savoir que la personne qui leur a fait du mal s'en sorte. J'ose pas imaginer le sentiment que les victimes de ce genre de choses, des tentatives d'abus, tentatives de meurtre, peuvent avoir en sachant que leurs agresseurs peuvent vivre leur vie comme ils le veulent et potentiellement essayer de se venger derrière. Maintenant on va voir le témoignage de Joe qui vit des choses assez effrayantes qui sont toujours en cours. Il nous dit qu'il y a environ 3 mois, il était en train de vaquer à certaines occupations dans sa maison, il faisait de la vaisselle ou du rangement, peu importe, mais il faisait quelque chose, et pour rendre la chose qu'il faisait un peu moins relou, il écoutait de la musique en même temps à l'aide d'une enceinte connectée. Mais à un moment donné, son enceinte connectée s'est déconnectée de son téléphone, et elle a émis une sorte de son, un bip, pour dire qu'elle s'était connectée à un appareil, sauf que ce n'était pas le téléphone de Joe. Et après s'être connecté à un autre appareil, cette enceinte a joué une musique que Joe qualifie de creepy. Il donne le nom de la chanson. Cette chanson, c'est une chanson du groupe Halestorm, que je ne connais pas du tout, qui s'appelle Fucked by an Encore. J'ai écouté la chanson, c'est du métal ou quelque chose comme ça, c'est pas du tout une chanson que je connaissais. C'est pas une chanson en fait qui est très creepy parce qu'il y a des personnes qui sont fans de ce groupe et c'est du métal, je crois, quelque chose comme ça. Quelque chose d'assez tonique on va dire, mais on va dire que dans la situation que Joe a vécue, ça rendait la chose creepy parce que les paroles de la chanson sont assez brutales. Joe a essayé d'éteindre son enceinte, de baisser le volume, mais sans succès. Ce type d'événement-là est arrivé 2 fois. Au bout d'un moment,
Voulant que tout cela s'arrête, Joe a décidé de ne plus utiliser cette enceinte connectée. Donc il a attendu que la batterie soit vidée à 100% et il s'est dit ok, je la mets dans un placard, on s'en sert plus. Mais quelque chose d'autre s'est fait hacker. Parce que oui, on parle clairement de piratage. Plutôt que d'écouter de la musique maintenant sur une enceinte connectée, Joe écoutait de la musique sur sa PlayStation. Il avait une application musicale et de nouveau, cette application a joué la fameuse musique qui était diffusée sur l'enceinte connectée de la même manière, volume à fond, et cette fois-ci impossible d'arrêter la musique ou de quitter l'application. Donc on peut supposer que la PlayStation de Joe s'est également fait pirater. Pour pallier le problème, il décide de débrancher la console et de ne plus s'en servir. Joe avait un autre appareil connecté, c'était une Google Nest. C'est un peu un truc qui ressemble à Alexa, on peut poser des questions, l'appareil nous répond. Et bien il se trouve que cet appareil-là aussi s'est fait visiblement pirater, parce qu'alors qu'il a posé une question à l'appareil a répondu en jouant une musique différente de la fameuse musique qui était jouée précédemment. Cette fois-ci c'était quelque chose de bien plus glauque. Une musique avec un ton très lourd, et la seule chose dont il se souvient à ce moment-là, c'est que les paroles disaient « Les temps deviennent durs mon garçon ». Et ça a fait jamais une idée dans la tête de Joe, c'est que la personne qui le piratait était capable de l'entendre, mais également de le voir. Parce qu'à ce moment précis, Joe était au téléphone avec un ami et il était en train de parler de choses très personnelles, de moments durs qu'il vivait, et pour lui ça ne peut pas être une coïncidence que cette chanson-là soit diffusée alors que lui parlait de choses qu'il avait du mal à vivre. Donc ce qu'il pense, c'est que potentiellement, un de ses voisins l'a piraté et le stalk. Comme je vous l'ai dit au début de l'histoire, c'est une affaire qui est encore en cours. Joe vit toujours ces événements, il ne sait pas trop quoi faire et justement, il a partagé son histoire sur Reddit pour avoir des avis sur ce qu'il pourrait faire. Il a déjà contacté son propriétaire qui a dit qu'il allait envoyer un mail aux différents locataires de là où il vit pour dire qu'il ne faut pas faire ce genre de choses et qu'il faut laisser chacun vivre sa vie dans son appartement comme il veut, ne pas faire de mauvaises blagues. Joe ajoute qu'il est étudiant et que du coup, pour limiter on va dire les frais, chacun utilise le même réseau Wi-Fi mais via une connexion séparée. Donc il est possible que de là, des personnes n'aient pu pirater les appareils de Joe. Notre ami a arrêté d'utiliser les appareils connectés qu'il avait en sa possession, mais il explique qu'à chaque fois, la personne qui le pirate et qui le stalk arrive à trouver un moyen de le mettre mal à l'aise. Donc maintenant, Joe devient carrément parano parce qu'il se pose des questions sur quelles seront les prochaines étapes. Est-ce que des gens vont réussir à installer des caméras chez lui? Est-ce qu'on pourrait pirater son PC, ses webcams? Donc il se sent en danger, clairement, chez lui. C'est là que son témoignage s'arrête. Je vous tiendrai informé si jamais il y a des updates qui viennent dans les jours à venir concernant cette histoire. En tout cas, je trouve que le sentiment de ne pas être en sécurité chez soi est l'un des pires sentiments qu'on peut avoir. En plus de ça, dans le cas de Joe, il ne sait pas vraiment d'où ça vient. Il suppose que c'est un de ses voisins, mais il n'en sait rien. Ça pourrait être simplement une sorte de farce, de bien mauvais goût évidemment, mais ça pourrait être quelque chose aussi de beaucoup plus mal intentionné. Du coup, on espère que Joe trouvera vite des réponses à ces questions et que les agissements de ce hacker qui le stalk prendront fin très rapidement. Et voilà les amis, on en a fini pour ces histoires, j'espère qu'elles vous ont intéressé. On a vu deux histoires qui sont totalement différentes. Ce que je trouve intéressant dans ces histoires, c'est que bien qu'elles soient différentes, elles ont également un truc en commun, c'est qu'on parle d'intrusion. D'intrusion d'une manière différente, d'un côté on a une intrusion physique et d'un autre côté on a une intrusion par le piratage. J'avais pas remarqué ça au début quand je sélectionnais les histoires, mais du coup aussi elles ont quand même quelques points communs. Le message à retenir de ces deux histoires, c'est faites attention à quoi vous connectez vos appareils parce qu'on peut vite se faire pirater, attention sur quel site vous allez. Faites attention également à bien fermer vos portes, toujours, quand vous êtes seul chez vous. Malheureusement on voit que dans le cas de Jenny ça n'a pas suffi. Donc restons vigilants, pas parano, mais plus on sera vigilant, a priori mieux on sera en sécurité. Si jamais vous entendez des bruits chez vous, le conseil que je pourrais vous donner c'est de tapez le numéro de la police sur le téléphone, pas de les appeler tout de suite, mais comme ça, si vous remarquez quelque chose qui est anormal, par exemple quelqu'un, vous pouvez appeler directement. Comme ça, même si vous n'arrivez pas à communiquer avec la police, s'il se passe des choses, la police devrait pouvoir l'entendre directement à l'autre bout du téléphone. Peut-être que ça marche pas, mais je me dis que ça peut être une solution envisageable. Les amis, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez également pas à laisser un j'aime sous la vidéo pour me le faire savoir. Je vous mets mon Instagram juste ici si vous voulez voir mon aventure hors caméra et si vous voulez m'envoyer votre témoignage flippant. Moi je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, c'était Aken. Salut!